Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la guerre en Ukraine, une analyse statistique sur l'année 2023 basée sur les informations qui sont disponibles en ligne, dont l'analyse s'appelle l'OSINT, c'est-à-dire qu'à partir des témoignages de la population, des journalistes et des images qui vont être partagées par les belligérants, on peut connaître le nombre minimum de matériel qui sont perdus par les deux camps, les superficies maîtrisées, la quantité de missiles qui vont être tirés, le nombre de morts répertoriés, ou même la qualité des armes qui sont employées. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de proposer un état des lieux sur l'équilibre des forces entre les deux armées, sur les évolutions qu'on peut attendre et sur les grandes tendances qu'on espère voir dans les prochains mois et sur toute l'année 2024. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée, que l'argent des sponsors est reversé à l'Ukraine. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez le point commun entre le piratage par la Chine des données sensibles du F-35, l'avion de chasse américain furtif dont les Chinois connaissent maintenant tous les secrets, avec PlayStation qui a eu une fuite d'informations sensibles qui lui a coûté plus de 100 millions de dollars il y a quelques années, et la plus grande banque russe dont les données personnelles de millions d'utilisateurs viennent d'être révélées sur Internet? Eh bien, aucune de ces trois entreprises n'utilisait NordVPN pour protéger ses ordinateurs. NordVPN, c'est la garantie d'avoir une connexion sécurisée. Déjà parce que vous avez la possibilité d'avoir une communication qui va être chiffrée entre votre terminal et le site web que vous allez utiliser. C'est-à-dire que vous allez éviter les piratages, mais aussi les surveillances par des États qui voudraient vous suivre et même par des pubs intrusives. Par exemple, Google, vous ne voulez pas trop qu'ils en sachent pour vous. Ensuite, la deuxième option, c'est de pouvoir se positionner dans un endroit dans lequel vous ne vous trouvez pas réellement. Ça vous donne accès du service qui n'est pas forcément accessible depuis votre zone, mais aussi ça peut faire évoluer les prix de certains services et produits que vous pourriez acheter en ligne. Donc, suivez le lien qui est en commentaire de cette vidéo, nordvpn.com/titelman, comme ça vous bénéficierez d'une super réduction et vous aurez une connexion qui sera toujours sécurisée. Allez, à retourner à notre vidéo. On revient à notre vidéo et on commence d'abord par un point territorial. Et vous voyez ici la progression des deux camps mensuelle depuis le début de la guerre. En gros, la Russie recule depuis le printemps 2022 et le front est figé après les réussites des contre-offensives ukrainiennes qui ont eu lieu à l'automne 2022, pendant lesquelles ils avaient libéré 20 000 km², mais donc le front n'évolue plus. Quand on fait un rapprochement entre cette évolution du terrain qui est quasi inexistante avec les pertes prouvées qu'on peut avoir en 2023, eh bien les pertes matérielles prouvées pour les deux camps, on voit qu'il y a trois phases d'offensive qui correspondent à ces trois pics de pertes pour les deux camps. D'abord, les Russes, février-mars, ils vont faire des grandes offensives, notamment à Vuhledar. Je vous renvoie vers ces anciennes vidéos dans lesquelles on a un pic de pertes prouvées qui est très important. Puis de juin à septembre, c'est l'Ukraine qui a été à l'offensive dans le sud, notamment dans la zone de Zaporizhzhia, où ils ont ponctuellement perdu plus de matériel que ce que la Russie perdait. Et enfin, la phase d'offensive qu'on connaît aujourd'hui, dans laquelle la Russie tente depuis le mois d'octobre de progresser, notamment dans la zone d'Avdiivka, même si aujourd'hui, elle n'avance toujours pas. Et donc, depuis le début de la guerre, les Russes ont perdu près de 14 000 équipements contre 5 000 pour les Ukrainiens. Pour les Russes, on a 6 000 chars et véhicules de combat d'infanterie qui ont été perdus contre seulement 1 600 pour l'Ukraine, avec un ratio de pertes prouvées global qui est donc un petit peu en dessous de 3 pertes matérielles russes pour chaque perte matérielle ukrainienne. Et je vous rappelle qu'il s'agit bien de pertes prouvées par l'image, et je vous renvoie vers les bases de données qui sont disponibles en commentaire de la vidéo. Ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est que la Russie réduit quand même fortement ses pertes en 2023 par rapport à l'année 2022. 2022, vous vous souvenez, il y avait les grands échecs des offensives initiales avec l'abandon du front nord quand ils avaient dû abandonner Kiev. Puis ensuite, il y avait les réussites des contre-offensives ukrainiennes qui avaient provoqué des très grosses pertes russes. Mais en 2023, on n'a pas réellement de carnage équivalent du côté russe en termes de pertes matérielles en tout cas. Et si on fait un focus sur les deux offensives des deux camps de l'année 2023, en comparant les pertes prouvées, on voit une différence qui est flagrante. Ici, vous voyez les pertes cumulées des deux belligérants lors de l'offensive ukrainienne sur Zaporizhzhia qui va de juin jusqu'à décembre pour les statistiques. Et on voit que les pertes sont globalement d'un niveau équivalent, c'est-à-dire que l'Ukraine arrive à provoquer au moins autant de pertes qu'elle n'en subit, alors que quand on compare avec la zone d'Avdiivka, dans laquelle la Russie est à l'offensive, on voit que la Russie perd 10 fois plus de matériel que les Ukrainiens qui sont en défense et qui arrivent systématiquement à recréer les lignes de défense, les champs de mines, à toujours être équipés en missiles anti-chars, donc on a vraiment cette disproportion, mais donc on a cette différence de doctrine qui est très clairement visible ici. Quand les Ukrainiens n'arrivent pas à progresser, ils se réorganisent et ils provoquent plus de pertes aux Russes parce qu'ils font de l'attrition, ce qu'on a vu dans le sud après avoir perdu plus de matériel dans les toutes premières semaines de leur offensive au mois de juin, alors que les Russes, même si ça ne fonctionne pas, même s'ils ont des pertes colossales et qu'ils ne provoquent pas une attrition importante du côté ukrainien, eux ils vont continuer et ils vont insister.
Alors, ce qui est aussi notable, c'est en termes de storytelling, c'est-à-dire que dans le premier cas, nos médias et la propagande russe avaient considéré que l'offensive ukrainienne était un échec incroyable, puisqu'elle n'avait pas permis de libérer les superficies attendues, et évidemment, c'est un échec de ce point de vue-là, mais par contre, quand la Russie avance 5 fois moins, tout en ayant un ratio de perte qui est 10 fois supérieur à celui de l'Ukraine, et là, tout de suite, on devient alarmiste, et on évoque l'effondrement du front ukrainien qui va pas tenir, etc. Donc, il faut aussi faire attention au storytelling qu'on voit dans les médias. Maintenant, si on analyse en détail la valeur des équipements qui sont engagés et qui sont détruits, dans cette courbe, on voit l'évolution des tanks qui sont engagés et perdus par la Russie, et on remarque par exemple la quasi-disparition des chars T-90, et le T-90 n'est plus engagé que dans les quelques offensives, et c'est les rares cas dans lesquels ils vont représenter 10% des pertes qui sont identifiées, avec une proportion qui diminue avec le temps, au profit des chars qui sont beaucoup plus anciens, notamment le char T-80, et ici vous avez une analyse des différentes versions de ce modèle de char, et on peut voir la disparition des versions modernisées en bleu à partir du printemps dernier, puis la remise en service progressive des versions les plus anciennes, non modernisées, notamment à partir de décembre, avec le T-80B qui est produit et qui n'a pas été modernisé du coup depuis la fin des années 70. Donc on peut faire le même constat avec les BMP, avec par exemple la disparition progressive des BMP-3 qui sont les plus modernes et les plus puissants, tandis que les BMP 1 et 2, qui n'étaient pour ainsi dire pas déployés au début de la guerre, représentent aujourd'hui plus de la moitié des pertes russes. Quand on regarde maintenant l'artillerie, là il y a un constat qui est un petit peu différent et que j'arrive pas en tout cas à m'expliquer, puisque la proportion des pièces de gros calibre, de très gros calibre qui sont détruites, elle explose depuis 2 mois. C'est ce qui apparaît ici en orange, et on parle des obusiers de 203 et de 240 mm, c'est-à-dire les deux S7 Pion, les deux S4 Tulipan. Et au total, la Russie, avant la guerre, n'avait que 100 de ces pièces en service, et il y en a 57 qui sont désormais prouvées, détruites. Donc on va voir de quelle manière ils arrivent à sortir une partie de leur stock, les surplus qui sont parfois stockés pendant des années et des années en plein air dans des champs, donc une proportion importante n'est pas réutilisable. On va voir de quelle manière ils arrivent à renouveler, ou en tout cas maintenir un certain volume. Alors par contre, ce qui est flagrant à la fin de cette courbe, c'est la quasi-disparition des pièces de 152 mm dans les pertes. On voit en gris dans ce graphique et en jaune. Ça peut s'expliquer de 3 manières différentes. Soit il y a un ciblage spécifique de la part de l'Ukraine, parce qu'ils veulent taper principalement ces pièces qui, par exemple, peuvent provoquer plus de dégâts. Soit les Ukrainiens ont reçu des équipements de contre-batterie, par exemple des radars, qui sont particulièrement efficaces contre les plus gros obus, et donc à ce moment-là, ils arrivent à majoritairement les détruire. Ou alors la troisième possibilité, c'est que les Russes arrivent à les cacher, ce qui permettrait d'avoir moins de pertes de ce côté, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'explication quant à l'accroissement de la quantité de canons de très gros calibre qui ont été détruits pour les Russes. Quand on regarde maintenant les pertes matérielles du côté ukrainien, je vous l'ai dit, elles sont structurellement 3 fois plus faibles que celles de l'armée russe depuis le début du conflit. Le ratio était devenu un petit peu moins favorable pendant la contre-offensive ukrainienne, où les pertes des deux camps étaient relativement équilibrées, mais ce ratio explose de nouveau en faveur des Ukrainiens, avec plus de 4 pertes russes pour chaque perte ukrainienne depuis le début du mois d'octobre. Donc globalement, on atteint 5000 pertes ukrainiennes, et c'est dans le domaine des équipements de mêlée, c'est-à-dire les blindés qui vont en première ligne, les chars, que le ratio est le plus défavorable à la Russie, et le ratio de pertes prouvées est également de 2 pour 1 dans l'artillerie, notamment parce qu'il y a des radars de contre-batterie et des canons occidentaux qui sont évidemment beaucoup plus précis que ceux dont peuvent disposer la Russie, ce qui explique du coup cette forme de surmortalité du côté des équipements russes. Quand on regarde les matériels qui ont été fournis à l'Ukraine par les Alliés, on voit qu'environ les 3/4 des promesses ont été déjà honorées et que les livraisons, évidemment, elles continuent, même si le nombre de promesses baisse, les livraisons, elles continuent. Par exemple, il manque une vingtaine d'hélicoptères à livrer sur les 85 qui ont été promis. Il manque 280 chars, notamment des Léopard 1 modernisés, qui vont encore arriver. On attend aussi 340 véhicules de combat d'infanterie comme les Bradley américains ou les Rosomak polonais afin d'atteindre les 900 exemplaires promis. Dans la catégorie des véhicules de transport blindés comme le VAB français ou le Striker, il en manque 850. Pour les véhicules résistants aux mines, ce qu'on appelle les MRAP, comme le Max Pro, là il en reste 230 à livrer pour atteindre les 1150 promis. Il reste aussi 500 véhicules de transport léger comme les Humvee pour atteindre les 3500 véhicules, sachant qu'ils sont souvent équipés avec des missiles anti-chars comme le TOW, et donc ils ont une capacité létale très importante, y compris donc contre des chars lourds russes.
et il y a également 180 pièces d'artillerie qui sont toujours en cours de livraison. Donc vous voyez, globalement, la capacité ukrainienne à renouveler ses pertes et à monter en puissance, elle est toujours assurée, même s'il n'y a pas aujourd'hui de nouvelles promesses, et c'est ça qui est important. Les promesses doivent permettre de continuer à monter en puissance au-delà des tout prochains mois, parce que les livraisons, elles continuent bien. Et là où il y a par contre une tension très claire, c'est sur les munitions, parce que là, c'est consommé à un flux tendu, mais ça, on va y revenir de manière un petit peu plus précise juste après. Si on regarde maintenant les destructions des équipements qui ont été fournis à l'Ukraine, évidemment, c'est sur les armes de mêlée et sur l'artillerie qu'on a le plus de pertes, avec par exemple la perte de 10% des chars PT-91 d'origine polonais, ainsi que un quart des Léopard 2 qui ont été fournis, qui sont d'ailleurs pas forcément détruits, mais qui peuvent être simplement endommagés. Par exemple, il y en a qui ont été déchenillés, qui ont été remis en état, et ça on le compte comme des pertes, alors qu'évidemment, ils ont été réparés. Mais globalement, ce taux de perte relativement élevé, il s'explique parce que ces chars ont été dans les premières lignes du premier assaut, de la première vague ukrainienne dans la zone de Zaporijjia, dans laquelle jusqu'à un quart des équipements engagés ont été perdus, et c'est pas un quart du matériel total qui a été perdu, c'est un quart du matériel engagé. Par exemple, les Challenger 2, les chars britanniques Challenger 2, il n'y en a qu'un seul qui a été détruit. Pour les chars Abrams, pour l'instant, ils n'ont pas été engagés alors qu'ils ont été fournis, donc il faut bien comprendre que la masse globale est toujours plus importante aujourd'hui que ce qu'on pouvait avoir, évidemment, il y a quelques mois. Donc, dans l'artillerie, là, on peut faire des analyses également sur l'efficacité des différents systèmes, notamment l'avantage de l'artillerie mobile sur l'artillerie tractée, puisqu'on a 42% des 190 obusiers M777 qui ont été détruits, alors qu'on en a seulement 29% pour les M109, qui sont donc montés sur des camions, et on a même seulement 6 des 55 canons César qui ont été fournis par la France et le Danemark, qui ont été détruits ou endommagés, ce qui confirme encore une fois son statut de meilleure pièce d'artillerie. Les Ukrainiens le disent et le répètent pour ce conflit. Et donc, je le répète, les livraisons, il y a encore 180 canons qui doivent arriver au profit des Ukrainiens. Donc c'est largement supérieur aux pertes qu'ils ont subies jusqu'à maintenant. Ils vont monter en qualité et en volume. Une évolution qui est également marquante dans l'analyse des pertes, et qui est défavorable à l'Ukraine par contre pour celle-là, c'est la diminution de la proportion des captures dans les pertes russes. C'est-à-dire qu'en 2022, vous aviez un tiers des pertes russes qui enrichissaient en fait l'armée ukrainienne, puisque chaque défaite russe, comme le retrait de Kupiansk ou de Kherson, permettait une grande quantité de captures, alors que par contre, en 2023, le front ne bouge pas énormément, et donc il y a seulement 3,2% des pertes russes qui sont des captures, c'est-à-dire que la Russie arrête d'équiper l'armée ukrainienne. Néanmoins, depuis le début du conflit, la Russie reste le premier fournisseur de l'Ukraine, mais il est tout à fait possible que les États-Unis arrivent enfin à dépasser la Russie en tant que fournisseur de l'armée ukrainienne en 2024, s'il continue le flux de fournitures qu'on avait observé en 2023. Si on parle maintenant du bilan humain qui est absolument dramatique, c'est un domaine dans lequel on avait très peu de sources en OSINT au début, mais finalement ça commence quand même à se structurer. Donc côté russe, on a par exemple une étude qui est réalisée par des statisticiens à partir de l'explosion du nombre de dossiers d'héritage. Et donc ils ont ainsi épluché 11 millions de dossiers de succession russes qui ont été ouverts depuis 2014, et ils ont pu en déduire que la mortalité réelle prouvée de février 2022 jusqu'en juin 2023, ça permettait d'avoir un bilan de 50 000 morts, mais la réalité est bien pire. D'abord parce qu'il y a un décalage de plusieurs mois entre les morts et les morts réelles et le lancement des procédures de succession. Donc par exemple, on ne va pas prendre en compte les carnages pour les Russes, comme par exemple Bakhmout, où la Russie reconnaît quand même 15 000 morts. Ça ne prend pas en compte non plus les offensives ukrainiennes dans le sud, ni les offensives russes dans l'est qu'on est en train de voir en ce moment. Et ça n'inclut évidemment pas non plus les prisonniers qui n'ont pas forcément de famille, qui pourraient demander une succession ou un héritage, donc ça limite encore une fois le volume réel. Il y a une deuxième analyse qui est réalisée, et là on est purement sur de l'OSINT, c'est-à-dire qu'ils vont collecter les avis de décès qui sont partagés sur les médias sociaux, ou alors avec les cérémonies d'enterrement, ou alors les médailles qui sont décernées à titre posthume, et là c'est la BBC qui a réalisé une base de données qui est gigantesque. Ils étaient arrivés à 34 000 morts identifiés nominativement en 1er octobre, et aujourd'hui on a dépassé les 42 000 morts, c'est-à-dire qu'on a un rythme de décès qui serait de 600 morts identifiés chaque semaine dans les médias sociaux russes. Et ça évidemment, ce n'est encore une fois que la pointe émergée de l'iceberg, et ici vous voyez quelques statistiques avec le nombre de morts qui sont identifiés chaque mois, et on voit par exemple les gros pics qui correspondent aux offensives de l'hiver il y a un an, et les offensives suivantes ne sont pas encore identifiées.
Donc je vous dis que le bilan est en réalité encore bien pire, et en réalité ils ont pu le quantifier puisqu'ils ont comparé leurs données avec l'évolution des sépultures dans des cimetières avec plus de 70 localités russes dans lesquelles ils ont pu prouver qu'ils n'identifiaient même pas la moitié des morts réels qui étaient réellement enterrés, je parle même pas des corps qui ont disparu, et de la même manière, Wagner reconnaît 22 000 morts, ça c'est des morts officielles que Prigojine avait annoncées avant sa disparition tragique, et alors que la BBC n'a identifié que 7 000 prisonniers qui apparaissent dans ces statistiques. Ça n'inclut pas non plus les conséquences des désastres russes comme Avdiivka, où il y aurait déjà plus de 15 000 morts russes d'après les sources américaines. Donc eux, ils multiplient simplement les nombres qu'ils ont trouvés par 2, c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 80 000 morts russes, à quoi il faut y ajouter 23 000 morts qui viennent des républiques autoproclamées du Donbass, qui de leur côté ont arrêté de publier leurs chiffres, mais ils étaient totalement transparents sur le début du conflit, ce qui veut dire que côté russe, on a au bas mot 100 000 morts au total, et à ce chiffre, évidemment, il faut ajouter 2 fois plus de blessés, c'est-à-dire qu'il y a au moins 300 000 pertes qui sont prouvées, ce qui est très proche des estimations faites par les services occidentaux qui travaillent dans ce domaine, par exemple les États-Unis ou la Norvège. Alors la grande nouveauté, c'est qu'il y a un travail équivalent qui est réalisé sur les pertes ukrainiennes, et de leur côté, ils arrivent également à 40 000 morts depuis le début de l'invasion à grande échelle, des morts nominatives, vous voyez ici de quelle manière elles sont réparties mois par mois, avec plein d'autres statistiques comme les âges, les régions, les unités auxquelles les morts appartenaient. Donc tout ça, ça donne un bilan OSINT, c'est-à-dire uniquement les nombres de personnes qu'on peut identifier individuellement, qui est assez proche, 40 000 morts dans les deux camps, sauf que la proportion des cas réels côté russe est a priori beaucoup moins connue, puisque du côté ukrainien, il y a une plus grande transparence, il y a un meilleur accès à l'information, notamment pour les journalistes qui peuvent rapporter ces décès, et donc le projet ukrainien Memory Group, qui travaille également sur les morts, estime que plus de 70% des pertes ukrainiennes sont répertoriées, sont connues et sont donc disponibles en OSINT, ce qui mène toutefois à plus de 60 000 morts au total. Et donc, en ajoutant encore une fois 2 blessés graves pour chaque mort en Ukraine, on atteint 180 000 pertes, ce qui est là aussi compatible avec les estimations de 200 000 pertes qui avaient été évoquées par les services américains. Ça, c'était une perte qui était évoquée avant les grandes contre-offensives de l'été, et ce qui donnait à l'époque, pour les États-Unis, 500 000 pertes au total en cumulant les deux camps, russes plus ukrainiens, sachant qu'à l'époque, les propagandistes russes avaient utilisé ce chiffre en disant « il y a 500 000 pertes ukrainiennes ». Non, il y a 500 000 pertes en Ukraine en cumulant les deux camps. Donc je vous rappelle également un dernier chiffre, il y avait une fuite de documents classifiés américains au printemps dernier qui donnait déjà 130 000 pertes ukrainiennes et 200 000 pertes russes, donc le rythme des pertes est au moins de 10 000 pertes pour les Ukrainiens chaque mois et de 15 000 pertes chaque mois pour les Russes. Et à ce bilan, il faut malheureusement ajouter pour l'Ukraine des dizaines de milliers de morts et de blessés civils, à commencer par les 75 000 morts de Mariupol, et je vous renvoie vers l'analyse qui avait été réalisée en OSINT en commentaire de cette vidéo. Un petit mot maintenant sur les consommables, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec la problématique des obus. Ici, vous avez une estimation du nombre de tirs qui sont quotidiennement réalisés par les deux armées. Vous voyez une baisse continue du volume qui est tiré par la Russie. Il tirait plus de 60 000 coups par jour au début du conflit, puis ça a baissé progressivement pour passer sous les 20 000 coups. Et la baisse russe avait été telle que l'on considérait que l'artillerie ukrainienne avait pris l'ascendant sur l'artillerie russe à l'été 2023. Même si évidemment elle tirait un petit peu moins, mais chaque coup ukrainien étant plus efficace que chaque coup russe, globalement, ils avaient pris la domination, tout en tirant un petit peu moins. Et donc ça a été le cas jusqu'en novembre, parce qu'à partir du mois de novembre, vous avez les obus, notamment nord-coréens, qui sont arrivés sur le terrain, ce qui a permis à la Russie de remultiplier a priori par 3 le nombre de tirs qu'elle réalisait pour être en ce moment autour de 20 000 coups par jour, ce qui est très important. Donc on revient à une forme de domination du côté russe, puisque les Ukrainiens de leur côté, l'afflux d'obus a fortement diminué dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et donc c'est pour ça que c'est important de continuer à avoir cette montée en puissance de la production internationale et des stocks qui arrivent, par exemple les stocks sud-coréens ou des pays comme le Soudan qui continuent à fournir des munitions également à l'Ukraine, avec l'Azerbaïdjan, plein d'autres pays qui s'émettent et qui accélèrent. Si on regarde maintenant les attaques aériennes qui sont réalisées par les deux camps, par exemple avec les bombes JDAM pour les Ukrainiens ou avec les FAB 500 planantes pour les Russes, là on voit une grande stabilité sur le long terme.
Et maintenant, si on regarde les campagnes de bombardement russes avec les missiles qui vont taper les villes, etc., là, la source, elle est OSINT, mais également beaucoup gouvernementale, puisqu'on a pu constater que il y a une transparence qui est totale. Quand les gens voient un missile qui tape sur un immeuble à côté d'eux, ils vont le filmer, ils vont le partager. Et donc finalement, les dégâts et le nombre de tirs russes quantifiés en OSINT est équivalent à celui qui est identifié auprès du gouvernement. Donc les statistiques qu'on donne pour ce domaine-là, c'est le seul domaine dans lequel on utilise les statistiques gouvernementales, parce que finalement, il y a une qualité de l'information qui est relativement élevée dans ce domaine. Alors, quand on regarde d'abord les drones kamikazes, donc les drones Shahed fournis par l'Iran à la Russie, on voit une claire tendance à l'augmentation des tirs, avec 3149 Shahed qui ont été tirés sur l'année 2023, et un taux d'interception qui est très élevé, heureusement, puisqu'il est supérieur à 80%, on voit ici des interceptions, mais on constate que le nombre de tirs mensuels par la Russie s'accroît progressivement, ce qui signifie logiquement que pour continuer à maintenir ce niveau de protection, il faut aussi que la défense aérienne ukrainienne continue à monter en puissance, et qu'elle ait toujours autant de munitions à tirer pour pouvoir les abattre, pour maintenir ce bon niveau de protection. En ce qui concerne les missiles, le constat il est relativement différent, puisque là on a plutôt une baisse des volumes russes. Je vous l'avais dit il y a un an que les Russes ne seraient pas capables de maintenir le rythme de tir au-delà du mois de mars 2023, c'est ce qu'on avait vu à l'époque, ils avaient arrêté leur campagne d'hiver à ce moment-là, sans avoir réussi à mettre à genoux le réseau électrique ukrainien, ni la logistique ukrainienne qui alimente le front. Et dans le détail, quand on regarde ce qui se passait à l'époque, la Russie tirait en moyenne 9 missiles par jour entre octobre et décembre 2022, puis ce chiffre il est descendu à seulement 3,5 missiles par jour sur les 6 premiers mois de l'année 2023, et on est ensuite descendu sous 3 missiles par jour entre juillet et novembre inclus. Et l'objectif de la Russie en réduisant ses tirs, évidemment, c'est d'essayer de reconstituer un certain stock pour pouvoir recommencer une nouvelle campagne d'hiver terroriste pour taper sur les civils. Encore une fois, il y a peut-être un objectif stratégique, c'est d'imposer aux Ukrainiens de mettre leur système de défense aérien sur les villes, ce qui ne leur permet pas de protéger correctement le front, ce qui permettrait à la Russie d'utiliser ses avions dans les combats, mais évidemment, c'est toujours en faisant des actions terroristes, en visant les civils, qu'ils arrivent à obtenir ces résultats. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif, ça a été de reconstituer leur stock. Ils ont été estimés autour de 800 missiles disponibles début décembre, quand ils ont recommencé leur campagne d'hiver. Et donc les Russes ont déjà tiré entre 20 et 25% de leur stock de missiles qu'ils avaient accumulé, avec un autre problème, c'est qu'ils ont aussi reçu des missiles balistiques nord-coréens, qu'ils ont utilisés déjà plusieurs fois, et on aura probablement également prochainement des missiles équivalents qui viennent d'Iran, qui vont arriver, et donc ces missiles, ils emportent évidemment beaucoup d'explosifs, mais ils visent surtout très mal, et ils sont très difficiles à intercepter, puisque seulement les batteries antiaériennes les plus avancées sont capables d'intercepter ces missiles balistiques qui vont particulièrement vite, donc malheureusement ils risquent de tuer encore beaucoup de civils. La contrepartie par contre, c'est que les États-Unis l'avaient dit, ils ne fourniraient des attaques MS à très longue portée, donc ces missiles sol-sol à 300 km de portée, qu'à la condition que les Russes commencent à utiliser des missiles balistiques qui leur sont fournis par l'Iran ou par la Corée du Nord, et donc logiquement, les Russes ils vont devoir subir également le retour de bâton à leurs actions. Les Ukrainiens de leur côté, je le sais pour les avoir vus, ils possèdent plusieurs milliers de missiles low cost, l'équivalent un petit peu du Shahed, mais on en a vu, vous vous souvenez, un très grand nombre qui ont touché des cibles stratégiques, des bases aériennes, etc., jusque dans les environs de Moscou. Ces attaques, elles ont cessé il y a à peu près 3 mois, c'est-à-dire au début de l'automne. Donc l'objectif pour les Ukrainiens également, c'est d'accumuler des stocks, et on peut imaginer que eux également, quand ils le souhaiteront, ils pourront lancer des grandes vagues d'offensives. Et c'est la même chose du côté drone naval, drone kamikaze, dans la mer Noire, qui d'ailleurs, je le répète, est la seule évolution stratégique du conflit en 2023, c'est la seule évolution notable. L'Ukraine a réussi à imposer à la Russie de retirer ses forces, Sébastopol a été dégagé de ses bateaux, ils ont dû partir plus loin, les Ukrainiens ont pu rétablir le corridor du grain contre l'avis et contre l'autorisation de la Russie, et donc ça c'est le seul succès stratégique total pour un des deux camps, pour la totalité de l'année 2023. Donc la conclusion de tout ça, évidemment, c'est que la domination ukrainienne qui avait été obtenue à la fin de l'année 2022, après le fameux croisement des courbes, qui avait pu permettre de libérer 20 000 km², il n'avait pas été exploité pour continuer
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore fourni de matériel de mêlée, ils n'avaient pas de chars, ils n'avaient pas d'équipement de première ligne, ils avaient réellement réussi à repousser la Russie dans des proportions très importantes, uniquement avec le matériel dont ils disposaient, soutenu par quelques pièces d'artillerie et un petit peu de missiles limités à 80 km de portée. Et tous les analystes aujourd'hui disent que la guerre serait probablement déjà finie aujourd'hui si les Ukrainiens avaient pu continuer avant, en gros, la mobilisation russe qui est survenue après ces échecs qui sont arrivés à la fin de l'année 2022. Et la mobilisation russe a provoqué un rééquilibrage du front, ce qui explique l'absence de succès terrestre pour les deux camps sur la totalité de l'année 2023. Et donc en 2024, personnellement, j'imagine pas d'effondrement d'un des deux belligérants, c'est-à-dire pas de succès sur le front, parce que simplement le rapport de force n'a aucune chance de devenir suffisamment important pour globalement être capable de dominer, avec un rapport de 1 à 3 entre celui qui reprend les offensives et qui arrive à avancer sur celui qui n'arrive pas à se défendre. Et donc aucune des deux armées ne devrait être capable de bousculer son adversaire d'une manière globale. Par contre, localement, avec l'arrivée des armes stratégiques que la Russie n'a pas, mais que l'Ukraine est en passe d'obtenir en grande quantité, je parle des bombes planantes GLSDB, des attaques MS qu'on a dit qui pourraient porter à 300 km, des missiles Taurus, il y a beaucoup de missiles qui pourraient arriver, qui permet d'espérer avoir un effondrement local de la logistique russe qui ne permettrait pas d'alimenter un front, et donc qui permettrait de libérer une partie des territoires, notamment vers le sud, notamment pour viser sur la mer d'Azov, pour voir une libération qui pourrait aller jusqu'à Briansk, Melitopol, etc., des villes dans lesquelles il y a énormément de résistance locale contre l'occupant russe. Donc d'ici une dizaine de jours, je vais partager un point de situation sur la guerre en faisant la tour des fronts comme je le faisais précédemment, donc ça reprendra évidemment sur les 2 derniers mois, novembre, décembre et le mois de janvier. Je remercie encore une fois la communauté OSINT avec tous les comptes que vous pouvez suivre, vous en avez beaucoup qui sont vraiment géniaux sur internet. Ma communauté Discord, les gars, je vous aime, merci pour le travail que vous réalisez derrière, c'est absolument incroyable. L'équipe de R & Cosmos a commencé par Gaëtan Powys et Dorian également, qui écrivent des super articles, je vous remets également le site. Et je vous rappelle que tous les éléments de preuve sur tous les éléments que j'ai évoqués sont disponibles en commentaire épinglé, ainsi qu'en description de cette vidéo. Et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt.